Fogadel 24 News, il est 19h, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, nouveau massacre sioniste sur la bande de Gaza. Au moins 14 Palestiniens, dont 6 enfants, sont tombés en martyrs dans le bombardement d'une maison à Jabalia. Téhéran campe sur ses positions concernant le nucléaire. Le pays se dit prêt à poursuivre les discussions avec Washington uniquement dans le cas du respect de son droit à l'enrichissement de l'uranium. Et puis Sahara occidentale, alors que le Royaume-Uni s'est positionné en faveur de l'occupation marocaine, la diplomatie sahraoui réaffirme que le plan de l'ONU est la seule solution pratique basée sur le consensus. Le Soudan en proie à une crise humanitaire sans précédent. Les enfants sont les premiers à subir les conséquences de cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Et enfin, pour parler de paix entre Moscou et Kiev depuis Istanbul, la partie russe propose un cessez-le-feu de 3 jours et un échange de tous les prisonniers de guerre. Le président turc renouvelle son invitation à ses homologues russes, ukrainiens et américains pour un sommet inédit. Bonsoir à toutes et à tous, 76e jour depuis la reprise de l'agression génocidaire sioniste à Gaza. Les jours passent et se ressemblent, bombardements, morts, famine, agression. La liste des victimes ne cesse de s'allonger. Le bilan s'est alourdi ce lundi à 54 470 martyrs et 124 693 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les dépouilles de 52 civils sont arrivées dans les hôpitaux de l'enclave ces dernières 24 heures. Les forces d'occupation sionistes ont commis un nouveau massacre dès l'aube de ce lundi en bombardant la maison de la famille Al-Barsh à Jabalia dans le nord de la bande. Bilan provisoire, 14 morts parmi lesquels 6 enfants et 3 femmes, en plus de 20 autres personnes qui se trouvent encore sous les décombres. Difficile pour les équipes de la protection civile de les atteindre. Alors que les points de distribution d'aide humanitaire sont devenus l'une des principales cibles des forces d'occupation, le commissaire général de l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a affirmé que la distribution de l'aide humanitaire à la population de la bande de Gaza est devenue, je cite, un piège mortel, déplorant de nombreux blessés et tués parmi les civils affamés. Le commissaire général de l'UNRWA a appelé les autorités sionistes à lever le siège et à permettre à l'ONU un accès sûr et sans entrave pour acheminer l'aide et la distribuer en toute sécurité. Ils étaient des centaines de blessés afflués vers l'hôpital Nasser de Khan Younes après le massacre sioniste dans un point de distribution d'aide humanitaire hier. Résultat, les chirurgiens de l'hôpital ne s'arrêtent pas. Ils travaillent sans relâche pour tenter de venir en aide à un maximum de victimes avec les moyens du bord. Madame Zenzitouni. Les chirurgiens de l'hôpital Nasser sont à pied d'œuvre. L'heure est grave et chaque minute compte pour sauver la vie du patient opéré. Ce n'est malheureusement pas le seul cas. Tout au long de la journée, un nombre incalculable de blessés sont passés par ce bloc. Leur seul tort est d'avoir voulu récupérer des aides pour nourrir leur famille. Je suis ici depuis une semaine pour une durée d'1 mois à Gaza, à l'hôpital Nasser. Aujourd'hui est sans doute la pire journée de ces 7 derniers jours. Ce matin, la journée a commencé à 7h45 lorsqu'une alerte d'évacuation de blessés a été déclenchée et nous avons été transportés au bloc opératoire. Nous avons déjà réalisé 2 laparotomies peu après-midi. Les médecins ont été surpris de découvrir que la majorité des blessures étaient des blessures par balle. Les parties visées sont le thorax, l'abdomen et la tête, ce qui a nécessité de nombreuses opérations chirurgicales pour extraire les balles des corps et sauver des vies.
Les blessures varient des blessures par balle. Les plus courantes aux éclats de roquettes, la plupart des tirs ont touché le haut du torse, l'abdomen et la poitrine. À ce jour, nous avons recensé plus de 30 interventions d'urgence. La majorité des blessés étaient des jeunes hommes, des enfants et des femmes. Nous sommes allés chercher de la farine et de la nourriture. Nous avons été surpris et avant même d'atteindre la mosquée Mouawiya, l'avion a commencé à tirer sur les gens. Le constat est sans appel. Pour ces médecins, l'opération de Rafah n'avait qu'un seul but, faire un maximum de morts et de blessés palestiniens. Ces derniers qui étaient affamés après 2 mois de siège total. L'incident est le plus meurtrier jamais enregistré dans le nouveau système contesté de distribution d'aide qui fonctionne depuis moins d'1 semaine. Les bombardements nocturnes dans le sud de l'enclave ont réduit en poussière le peu de bâtisses qui restent debout. À Deir el-Balah, une mosquée et un cimetière adjacent ont été soufflés. Comme quoi, à Raza, même les morts ne trouvent pas la paix dans leur tombe. Souhila Kilal. De la mosquée Al-Ansar, seuls les piliers et le dôme sont encore debout. Les murs et l'intérieur de ce lieu de culte ont été complètement soufflés par des bombardements nocturnes. Les décombres encore fumants témoignent de l'intensité des frappes. Ce matin, des Palestiniens ont fouillé les décombres de la mosquée pour sauver ce qui pouvait l'être, notamment des livres de Coran. La mosquée Al-Ansar a été ciblée. Ils l'ont détruite. Voici les cibles de l'occupation. Bombarder les maisons de Dieu, les mosquées et les citoyens. Heureusement que la mosquée a été ciblée de nuit. En journée, cet endroit est plein de monde, pas moins de 3000 personnes y circulent. Si le bombardement avait eu lieu en plein jour, ça aurait été un vrai carnage à Deir el-Balah. Nous n'en pouvons plus. Où est le cessez-le-feu dont il parle? Les gens continuent de mourir. Il n'y a ni à manger ni à boire. Pour un sac de farine, on est obligé d'aller jusqu'à Rafah, pour au final être tué. Ici à Gaza, nous sommes anéantis. Ayez pitié de nous. Le cimetière adjacent à la mosquée Al-Ansar n'a pas été épargné. Plusieurs tombes se sont affaissées à cause du choc et de l'intensité des frappes sionistes. Armé d'une pelle, Marwan Ubaid, un Palestinien de Deir el-Balah, tente de restaurer les tombes abîmées afin de préserver la dignité des morts. Les morts dans leurs tombes ne sont pas épargnés. Que dire alors de nous qui sommes toujours vivants? Nul n'est épargné ici à Deir el-Balah. Vers le cimetière du bas, nous n'avons plus le choix que d'empiler les corps dans les tombes. Cette tombe s'est affaissée suite au bombardement de cette nuit. Sous nos pieds se trouve le cadavre d'un être humain. Nous l'avons enterré dignement au début. Et là, nous essayons de préserver sa dignité en restaurant sa tombe. Nous demandons à Dieu de soulager notre détresse. À Raza, même les morts dans leur tombe ne sont pas épargnés. Un constat amer qui reflète l'ampleur de la tragédie qui s'y joue à huis clos depuis maintenant 20 mois. Netanyahou est en train de transformer l'enclave palestinienne en un no man's land et rien ne semble entraver son projet. L'entité sioniste de plus en plus isolée sur la scène diplomatique. Ce lundi, le président italien Sergio Mattarella a qualifié d'inhumain le fait de condamner les civils de Raza à la famine, s'exprimant lors d'une cérémonie au palais du Quirinal à Rome. À l'occasion de la fête de la République, le président italien a également jugé inacceptable de priver la population de l'enclave palestinienne de l'application du droit international humanitaire, exprimant l'espoir de voir l'acheminement de l'aide internationale à Raza se concrétiser dans l'immédiat. Le drame dans la bande de Raza perdure. Le refus d'appliquer les règles du droit humanitaire aux citoyens de Raza est inacceptable. Un cessez-le-feu doit être appliqué immédiatement et dans tous les cas, il est essentiel que l'armée israélienne rende les territoires de la bande accessibles à l'action des organisations internationales, permettant ainsi la reprise complète de l'aide humanitaire. Qu'une population entière, des enfants aux personnes âgées, soit réduite à la faim est inhumain. L'érosion des territoires attribués à l'autorité nationale palestinienne est grave. Les Palestiniens ont le droit de vivre dans des frontières claires et précises. Cette perspective et la sécurité d'Israël, éléments essentiels, semblent sérieusement menacés par la souffrance et le ressentiment suscité par ce qui se passe. De son côté, le Premier ministre britannique Keir Starmer a lui aussi déclaré ce lundi que la situation est intolérable à Raza, insistant sur la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat. On écoute.
Écoutez, la situation est intolérable à Gaza et s'aggrave de jour en jour. C'est pourquoi nous collaborons avec nos alliés. Pour être clair, en affirmant qu'il est intolérable, il faut absolument un cessez-le-feu. Il faut absolument que l'aide humanitaire soit acheminée rapidement et en quantité. Mais elle n'arrive pas pour le moment. Elle provoque une véritable dévastation. Et bien sûr, il faut poursuivre notre travail pour obtenir la libération des otages détenus depuis très très longtemps. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos alliés sur ce sujet. Nous continuerons à le faire. Dossier nucléaire, Téhéran campe toujours sur ses positions. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré ce lundi que son pays répondrait bientôt à la dernière proposition américaine de poursuivre les discussions avec Washington, mais qu'il n'y aurait pas d'accord à moins que le droit de l'Iran à l'enrichissement de l'uranium ne soit respecté. Nous apporterons prochainement une réponse appropriée, une réponse fondée sur les principes de la République islamique d'Iran et sur les intérêts et les droits de la nation iranienne. Il est clair qu'il n'y aura pas d'accord tant que l'enrichissement en Iran ne sera pas reconnu et autorisé. Et dans ce contexte, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Ismail Baqai, a déclaré qu'il devrait voir s'il y avait des changements dans la position américaine sur les sanctions, alors que les deux pays négocient un accord pour résoudre un différend qui dure depuis plusieurs décennies. Nous avons déclaré être prêts à prendre des mesures de confiance et de transparence sous la supervision de l'institution internationale compétente, à savoir l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ce qui est important pour nous dans cette question, c'est de garantir la levée des sanctions imposées à la nation iranienne depuis des décennies. Et malheureusement, je dois dire que la partie américaine n'a pas encore voulu apporter de clarté sur ce point. طرف آمریکایی در رابطه با این موضوع حاضر به شفاف‌سازی نشده. En Algérie, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce lundi le PDG de la compagnie maritime d'affrètement, compagnie générale maritime CMA-CGM, Rodolphe Saadé. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualem Boualem, et du ministre des Transports, Saïd Seyoud. Le président Tebboune a par ailleurs reçu l'ambassadeur de la République du Chili, Francisco Javier Berguno Hurtado, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Une audience qui s'est déroulée en présence notamment du chargé des affaires diplomatiques Amar Abba. Dans le même contexte, le président de la République a reçu cet après-midi l'artiste William Gregersin, alias DJ Snake, au palais présidentiel. Sahara occidentale, on en parlait tout à l'heure en titre. Le ministère des Affaires étrangères et des Affaires africaines de la République sahraoui a affirmé dans un communiqué dimanche que l'ensemble des organisations et juridictions internationales et régionales ne reconnaissent aucune souveraineté de l'État occupant marocain sur le Sahara occidental. Il a également souligné que la seule solution consensuelle, pratique et raisonnable est le plan de règlement conjoint Nations Unies, Organisation de l'Unité africaine, accepté par les deux parties en 1988 et approuvé à l'unanimité par le Conseil de sécurité en 1990 et en 1991. Le ministère des Affaires étrangères et africaines de la République sahraoui a pris connaissance de la déclaration conjointe entre le Royaume-Uni et le Maroc, en particulier la section sur le Sahara occidental. Le ministère des Affaires étrangères et africaines de la République sahraoui rappelle que le Royaume-Uni indique clairement qu'il ne reconnaît aucune souveraineté de l'État occupant marocain sur le Sahara occidental. Le Royaume-Uni réaffirme également l'importance primordiale d'un ordre international basé sur les règles et principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, ainsi que son soutien au principe du respect de l'autodétermination. Cependant, le ministère des Affaires étrangères et africaines de la République sahraoui exprime
exprime son profond regret et sa déception que le Royaume-Uni, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ait choisi d'examiner la soi-disant proposition marocaine dans des termes qui contredisent la position traditionnelle du Royaume-Uni sur le Sahara occidental, une question de décolonisation à l'ordre du jour de l'ONU depuis 1963. La diplomatie sahraouite considère par ailleurs le soi-disant plan d'autonomie promu par le régime du Merzen comme une farce visant à légitimer l'occupation. Selon le ministère, encourager les deux parties au conflit et à s'engager positivement dans le processus politique mené par l'ONU est tout à fait contraire au soutien de la soi-disant proposition qui ne fait que pousser la puissance occupante à poursuivre son intransigeance qui est la cause profonde de l'impasse actuelle dans le processus de paix de l'ONU. La proposition promue par la puissance occupante marocaine n'est qu'une farce et une manœuvre colonialiste dont le seul but est de légitimer l'occupation illégale du Sahara occidental et de nier à son peuple son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Étant donné que le Conseil de sécurité prend également note de la proposition soumise par le Front Polisario en 2007, la singularisation de la proposition marocaine à cet égard ne peut être considérée comme compatible avec les principes d'impartialité et de neutralité. Dans le même dossier, des rapporteurs de l'ONU ont exhorté le Maroc à mettre fin immédiatement à la campagne de répression et de violence menée à l'encontre des Sahraouis dans les territoires occupés. Dans une communication conjointe, 8 rapporteurs spéciaux des Nations Unies ont dénoncé une campagne de répression, de discrimination raciale et de violence menée par le Merzen contre les défenseurs sahraouis des droits humains, les journalistes et les partisans de l'autodétermination, appelant le régime marocain à respecter ses obligations internationales en matière de droits humains et à garantir que le peuple du Sahara occidental puisse pleinement exercer son droit à l'autodétermination. Les actes raciaux se multiplient dangereusement en France. Après l'acte racial qui a conduit à la mort d'Aboubacar Cissé alors qu'il priait dans une mosquée il y a plus d'un mois, la France a connu samedi un autre drame tout aussi horrible. À Puget-sur-Argent, dans le Var, l'homme qui a été touché mortellement par 5 balles était âgé de 46 ans et de nationalité tunisienne. La seconde cible du tireur était un autre homme âgé de 25 ans et d'origine turque. Il a été blessé à la main. Le suspect de 53 ans qui avait pris la fuite en voiture a été arrêté par les autorités et placé en garde à vue. Plusieurs armes ont été retrouvées dans son véhicule de type pistolet automatique, fusil à pompe et armes de poing. À noter que 2 vidéos au contenu raciste et haineux ont été diffusées par ce dernier après son crime. Guerre au Soudan, au moins 4 Soudanais, dont 3 enfants et une femme, ont été tués et 4 autres blessés lors d'un bombardement par les forces de soutien rapide à Chagra, au sud d'El-Fasher, dans l'état du Darfour. Le réseau des médecins soudanais a mis en garde contre une catastrophe humanitaire sans précédent due à la poursuite des bombardements et du siège de la ville depuis plus d'1 an et à la menace qui pèse sur la vie de plus de 100 000 enfants. Le réseau a lancé un appel d'urgence à toutes les organisations humanitaires et internationales pour qu'elles envoient de la nourriture et des médicaments afin de sauver plus de 500 000 enfants et femmes qui risquent la mort de toutes parts. Vous l'aurez compris, au cœur d'un conflit violent qui dure depuis plus de 3 ans, les enfants soudanais subissent de plein fouet les conséquences d'une crise humanitaire majeure. Privés d'éducation et victimes de malnutrition aiguë, des millions d'entre eux luttent chaque jour pour survivre. Maria Schreier. Sous une chaleur accablante, elles attendent. Des femmes épuisées, leurs enfants à leur côté, font la queue pendant des heures pour une simple ration d'eau. Ces scènes quotidiennes illustrent une crise bien plus vaste, où l'innocence des enfants est sacrifiée au cœur des combats soudanais, là où des millions d'enfants voient leur avenir compromis. Privés d'école et souffrant de malnutrition, ils subissent chaque jour les conséquences de ce conflit. Before the war, we had 7 million children out of school. Avant la guerre, 7 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés. Depuis le début de la guerre, 17 millions d'enfants ne sont plus scolarisés. Si l'on examine les données d'avant la guerre, on sait qu'environ 3 millions d'enfants souffraient de malnutrition aiguë. Depuis le début de la guerre, on en compte près de 4 millions.
Dans les hôpitaux débordés, les enfants les plus vulnérables sont en première ligne d'une crise sanitaire d'une ampleur alarmante. Déshydratation, malnutrition sévère, chaque jour apporte son lot de victimes. La violence contre les enfants atteint des niveaux extrêmes. En plus d'être privés d'éducation, certains sont forcés de combattre, d'autres ont été kidnappés ou sont victimes d'abus. Nous avons étudié des dizaines de cas d'enfants contraints par les FSR à rejoindre le conflit. Certains sont retournés dans leur famille, d'autres ont été tués pendant le conflit. Beaucoup ont été kidnappés. L'ampleur de la violence est immense et effrayante. Nous avons besoin d'une collaboration étroite pour éviter une crise plus grave. Face à une guerre omniprésente qui détruit tout sur son passage, c'est une génération entière qui risque d'être sacrifiée, privée de ses droits fondamentaux, de son enfance et d'un futur qu'elle aimerait tracer en paix. Pour parler de paix entre Moscou et Kiev, la partie russe a proposé ce lundi lors de pourparlers à Istanbul un cessez-le-feu partiel de 2 à 3 jours sur certains secteurs du front. C'est ce qu'a annoncé le négociateur en chef russe, alors que Kiev continue d'insister sur une trêve complète et inconditionnelle. Le chef de la diplomatie turque Hakan Fidan espère de son côté parvenir à travers cette réunion à réduire les divergences d'opinion et à ouvrir la voie à la paix. Nous pensons que des réunions régulières sont précieuses pour instaurer la confiance entre les parties. En partageant les problèmes et les positions communes, il sera possible de réduire les divergences d'opinion et d'ouvrir la voie à la paix. Notre espoir fondamental est que la réunion soit productive, que des progrès concrets soient réalisés dans les meilleurs délais et que le résultat souhaité soit atteint. La Russie et l'Ukraine ont également convenu, lors de ces nouveaux pourparlers à Istanbul, d'échanger tous leurs prisonniers de guerre grièvement blessés ou âgés de moins de 25 ans, ainsi que 6 000 corps de soldats tués de chaque camp, soit 12 000 au total. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a profité de l'occasion pour menacer Moscou de nouvelles sanctions dans le cas où les deux parties ne trouveraient pas d'accord. Les négociations à Istanbul viennent de se terminer et j'attends le rapport complet du ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov. Ils ont échangé des documents par l'intermédiaire de la Turquie et nous préparons une nouvelle libération de prisonniers de guerre. Aujourd'hui, nous voyons clairement la situation. Si la Russie transforme la réunion d'Istanbul en un discours creux, il faudrait un nouveau niveau de pression, de nouvelles sanctions et pas seulement de la part de l'Europe. Nous devons travailler à des sanctions conjointes au niveau du G7, notamment avec les États-Unis et tous ceux qui aspirent à la paix dans le monde. Il est crucial que chacun de nos partenaires soutienne cette approche. À ce propos, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau proposé ce lundi de réunir en sommet les présidents russes Vladimir Poutine, ukrainien Volodymyr Zelensky et américain Donald Trump à Istanbul ou à Ankara. Objectif, faire, selon le chef d'État turc, de la Turquie un centre de paix. Gerek Sayın Vladimir Poutine, gerekse Zelensky. Je souhaiterais réunir M. Vladimir Poutine et M. Volodymyr Zelensky à Istanbul ou à Ankara et même emmener M. Trump avec eux s'ils acceptent. Je souhaiterais les rencontrer et ainsi faire d'Istanbul un centre de paix. Nous prendrons des mesures en ce sens après cette dernière rencontre. Voilà, madame, monsieur, on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à toutes et à tous.